Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière car je vais vous diffuser la démo qui a été faite par AMG et Willchic à l'Adepticon aux États-Unis il y a quelques jours, mais je vais vous faire la transcription, la traduction simultanée. Alors vous verrez, il y a des petites erreurs, des fois je dis caractère, c'est pour personnage, je ne fais pas la traduction. À un moment, il y a un lancer de défense, je dis qu'il faut lancer 7 dés, on voit qu'il en lance 6, donc voilà, il y a des petites choses comme ça. La bande son également était catastrophique, des fois on n'entendait pas très bien ce qu'il disait, donc j'ai fait au mieux. Donc évidemment, il peut y avoir des petites erreurs, tout n'est pas expliqué, mais ça vous donnera vraiment un aperçu du gameplay et des règles, même si évidemment tout n'est pas détaillé, tout n'est pas vu dans cette démonstration. Donc c'est parti. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette transmission très spéciale d'AMG en live ici sur Facebook. Je suis Willchic, développement des produits et je suis à l'Adepticon, c'est le jour 2 et je suis sûr que vous voulez tous en savoir plus sur Shatterpoint, comme c'est notre première mondiale de démo pour ce jeu. Donc bien sûr on ne voulait pas que vous à la maison ne puissiez pas voir ça et donc je prends l'opportunité d'être ici avec ma caméra woman et nous allons faire une démo en live, une présentation en live pour tous ceux d'entre vous qui ne peuvent pas venir au salon pour avoir une expérience similaire. Bon bien sûr vous ne pourrez pas lancer les dés, ça ce sera avec mes petites mains. Donc on va y aller, on va partir sur la démo et peut-être que comme ça vous verrez, vous aurez quelques questions à la fin à poser et cela vous donnera le temps le sentiment général du jeu, voir comment il fonctionne et puis mettre quelques-unes des règles que vous avez lues dans nos super articles et contenus d'AMG en perspective. Donc très rapidement, qu'est-ce que est Shatterpoint? C'est bien sûr un jeu d'escarmouche avec des personnages dans l'univers, la galaxie Star Wars. Il se concentre sur des moments très, très puissants dans Star Wars qu'on appelle des Shatterpoints, où le joueur a le contrôle d'une équipe d'assaut. Une équipe est composée de 2 escouades formées de personnages de la galaxie Star Wars. Et le but, c'est de réclamer la victoire dans ces moments pivots, ce qu'on appelle les Shatterpoints. Et même les caractères les plus insignifiants, leurs actions peuvent avoir un enjeu dramatique, un effet dramatique sur la poursuite globale de l'histoire de Star Wars. Donc Shatterpoint est vraiment sur l'action dynamique cinétique, telle qu'on le voit dans des moments clés de Star Wars, où le caractère se battent en dehors de conflits impersonnels, où les objectifs de leur mission sont, on peut l'imaginer, à l'intérieur de plus grandes batailles que font le personnage, ou peut-être que c'est une équipe d'escouade qui a été envoyée discrètement pour un objectif particulier, et puis qui rencontrent leur contrepartie à l'autre camp, de l'autre camp. Une des grandes choses importantes à savoir sur Shatterpoint, c'est le fait que les personnages sont des stars du show, qui sont là en face face à vous. Donc dans Star Wars Shatterpoint, chaque personnage fait partie d'une unité. Une unité est composée d'un certain nombre de cartes. Donc les distinctions importantes à faire dans Shatterpoint, et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personnage fait partie d'une unité. Donc une unité, c'est le nom global pour un ou plusieurs personnages. Et donc l'unité, c'est un groupe de cartes de statistiques qui font qu'une unité est composée d'un certain nombre de personnages. Les personnages sont en fait les figurines elles-mêmes. Donc par exemple ici, vous voyez que Kalani est un personnage secondaire, une unité secondaire, et ce petit dessin d'une symbole unique, d'une personne unique, indique que ce personnage a cette unité a un seul caractère dans cette unité. Donc on comprend que Kalani est une unité de 1. Là voici des droïdes B2, donc là, des droïdes B1. Donc là vous voyez que ce sont des supports, des unités de support, de soutien, et elles ont 2 personnages entre parenthèses qui indiquent qu'il y a 2 personnages dans cette unité, donc 2 socles. Donc parfois les cartes de référence font référence à une unité ou un personnage. Donc quand une règle de Shatterpoint fait référence à un personnage, elle affecte uniquement ce personnage spécifique dans l'unité, et donc la miniature, la figurine elle-même. Donc vous verrez qu'il y a plusieurs capacités, donc il est vraiment très important de comprendre dès maintenant comment ça marche. Et si vous vous demandez, mais alors qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs personnages dans une unité? Qu'est-ce qui se passe pour leurs actions? Comment elles fonctionnent sur la table? Alors la réponse c'est que les personnages d'une même unité sont basiquement libres d'aller où ils veulent sur la table. Ils peuvent se séparer ou rester ensemble. Mais la chose importante avec les personnages multiples dans une même unité, oulala on y est. Donc plusieurs personnages dans une même unité partagent le même pool de santé. Ils partagent les mêmes effets de statut et des choses comme ça. Donc tout ce qui se passe à l'une affecte les autres personnages de cette unité. Donc par exemple, quand ce sera le moment de se déplacer sur la table ou de prendre des décisions, alors les personnages de l'unité partageront les mêmes actions. Donc si une unité avec plusieurs personnages s'active,
eh bien, les personnages de cette unité feront exactement les mêmes actions que vous avez choisies. Donc on en reparlera. Donc quand vous démarrez un jeu de Shatterpoint, vous devez préparer la table, et notamment avec une mission, puisque votre but c'est d'achever des missions. Donc la façon de faire ça, c'est de choisir un paquet de missions. Dans la boîte de base, vous choisissez une mission, vous avez un paquet de missions avec des missions prioritaires, des objectifs prioritaires qui vous indiquent comment jouer. Donc il y a une carte qui vous indique, et des règles spéciales qui vous indiquent les effets de la mission pendant le jeu. Par exemple ici, vous voyez que à la phase 2, on a la phase 2 et la phase 3. On a des jetons de priorité qui vont nous permettre de gagner des points supplémentaires si nous réclamons les objectifs qui sont dessus. Une fois que nous avons les objectifs et puis notre équipe est prête, que nos unités sont prêtes, nous choisissons aléatoirement 3 cartes depuis le paquet, dans le paquet de mission. Donc on a 3 phases, donc carte 1, carte 2, carte 3, qu'on a choisi aléatoirement. Donc on prend une carte de chacune des paquets, 1, 2, 3, et puis on les met ensemble. Donc la 3 en dessous, la 2 au milieu et la 1 au-dessus. Donc ça va créer nos missions, nos objectifs. Donc on ne sait pas trop sur quoi on va tomber pendant le cours du jeu. On ne sait pas quelle carte on a dans le paquet. Une fois que tout le monde s'est déployé, on retourne la première carte, on la dirige vers le premier joueur. Et ça, en jaune, sur cette carte, ça nous dit lesquels des objectifs qui sont actuellement inactifs, lesquels vont devenir actifs. Donc, on en a 5 ici, donc un au milieu, un par là, un sur les côtés. Donc on les tourne côté jaune pour les rendre actifs. Donc maintenant que l'on a nos objectifs actifs, notre boulot, c'est à travers le jeu, c'est de capturer ou de contrôler ces objectifs. La façon de contrôler les objectifs, c'est assez simple. Vous devez juste avoir le plus de personnages. Où est mon outil? Ah, il était caché là. Ok, fleur bleue. Donc, nous devons avoir le plus de personnages à la portée 2 ou 3 pouces de l'objectif, entre 2 et 3 pouces de l'objectif. Une fois que vous avez pris le contrôle de l'objectif, vous l'avez gardé pour toujours, jusqu'à ce que votre opposant le prenne à son tour. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester près de l'objectif, mais ce sera beaucoup plus facile pour votre adversaire de contrôler un objectif si vous n'y êtes plus. Donc, pour marquer les points, on utilise ce dingue système de Struggle Tracker, donc compteur de 2 points. Donc vous avez 2 couleurs différentes de cubes. Les cubes noirs sont ce qu'on appelle des momentum. Ils représentent basiquement la fin du tract, là où vous devez amener le jeton transparent. Donc vous voyez ça un peu comme un jeu de tir à la corde. Plus les joueurs marquent de points, plus le cube blanc s'avance vers leur extrémité, dans un sens ou dans l'autre. De plus, les joueurs seront capables de gagner des jetons noirs momentum supplémentaires pendant le jeu, ce qui va raccourcir le trajet entre le cube blanc et le cube noir. Ou également, à chaque fois qu'un personnage allié blesse un personnage ennemi, vous gagnez un momentum. À chaque fois que le Struggle Tracker transparent bouge, après avoir marqué et qui revient sur le 0, les 2 joueurs gagnent à leur tour un momentum, ce qui montre que le temps se raccourcit. Mais si c'est impossible de pousser le struggle, alors on gagne un momentum. Donc vous voyez les struggles, donc le temps qui représente le temps quelque part, devient de plus en plus court, ce qui fait que les joueurs doivent se dépêcher de se battre et pour gagner des points supplémentaires. Si le jeton blanc transparent arrive à la fin à côté des jetons noirs, le joueur a gagné. Donc la première manche est gagnée. Donc à ce moment-là, on met la carte de côté côté joueur pour qu'on montre qu'il a gagné. Et puis on tourne la carte suivante. Donc tous les objectifs actuels sont désactivés, donc on les retourne. Les points, les struggles vont être remis à 0, ainsi que les momentum. Donc tout revient à 0 au niveau des points. Et puis on remet à jour la carte avec les nouveaux jetons d'objectifs actifs. La différence, c'est que le perdant choisit la carte qu'il va utiliser. Donc c'est un gros moment tactique de Shatterpoint, c'est que si vous avez perdu la première manche, il ne faut pas trop vous inquiéter, parce que pour la deuxième manche, vous aurez le contrôle sur le placement des objectifs, parce que vous saurez, vous voyez qu'il y a des symboles uniques, donc ces symboles correspondent à une face d'un dé de défense. Donc chaque joueur lance un dé de défense, et puis on va marquer ce symbole sur la carte avec un jeton prioritaire. Dans cette deuxième manche, un point d'objectif prioritaire remporte 2 points de victoire au lieu de juste 1.
Donc contrôler cet objectif prioritaire est vraiment très important. Mais rappelez-vous, il va bouger à cause d'une règle spéciale. Donc au début de chaque tour d'un joueur, il n'est pas garanti que l'objectif prioritaire reste à cet endroit. Donc ça crée vraiment un jeu dynamique et cinétique et des situations où les bonnes équipes et leurs personnages vont devoir s'adapter pour maximiser leurs points. Ça permet de rentrer dans le thème et l'expérience de Star Wars Shatterpoint. Maintenant, on va parler un peu des personnages et des unités qui sont représentés donc par des cartes. Donc il y a 3 choses à savoir par rapport aux personnages. Par exemple, Kalani ici, c'est une unité et une unité a 2 cartes principales utilisées pendant le jeu. Donc il y a leurs cartes de statistiques qui couvrent leur nom, leur capacité, leur stamina, leur endurance, comment elles peuvent endurer des dégâts, et puis un certain nombre d'informations à l'arrière comme le type d'unité et puis alors tout ce qui est construction d'escouade a été couvert plus en détail dans différents articles d'Atomic Mass Game, donc je ne vais pas rentrer en détail sur la création des escouades, mais sachez que dans la boîte de base vous avez 2 équipes d'attaque avec 2 escouades prêtes et que vous pouvez ensuite mélanger. Donc il y a beaucoup de flexibilité et d'opportunités pour la création des escouades. La seconde carte de l'unité que vous avez ici, c'est la Stance Card, la carte de posture qui va indiquer toutes les capacités de combat du personnage, donc comment il défend, comment il attaque. L'arbre d'attaque a des choses comme ceci, donc l'attaque à mêlée, l'attaque à distance, un arbre de combat, et puis des diagrammes d'expertise, des tableaux d'expertise. Donc la dernière carte que chaque personnage a, ou unité, c'est une carte d'ordre. La carte d'ordre indique que la priorité, enfin comment l'activation est déterminée dans le jeu. Et à cause de la nature dynamique et le type de destin qui détermine les statistiques des Shatterpoint Star Wars, vous n'aurez pas le contrôle total sur quand et où vos personnages vont s'activer. Star Wars Shatterpoint est un jeu qui est toujours autour de trouver la meilleure chance ou le destin de réclamer la victoire en fonction de ce que vous avez. Donc à vous de déterminer et les meilleures opportunités pour réclamer la victoire. Donc voici ici une carte d'ordre de Kalani. Quand cette carte est retournée, elle vous dit que cette unité va s'activer à ce tour. Donc vous avez des cartes d'ordre pour toutes vos unités de votre équipe d'attaque. Donc vous prenez toutes ces cartes, vous les mélangez, ce qui crée votre deck d'ordre. Une fois que tout est en place, il y a une dernière chose dont nous devons parler, c'est les jetons de force. Dans Star Wars Shatterpoint, la force a un incroyable impact sur le jeu, parce que les Shatterpoints sont vraiment des moments précis dans le lore de Star Wars et la mythologie, où des choses importantes se passent, et la force est un champ d'énergie qui englobe toutes les choses vivantes, et a une influence sur ces choses. Et vous, donc, en tant que joueur, vous avez le contrôle, un certain nombre basé sur vos personnages principaux, vos 2 personnages principaux au début du jeu. Donc ça vous donne un pool de force qui est toujours fixé, et ne vous inquiétez pas si vous perdez un personnage principal, vous aurez toujours le pool de force entier, celui avec lequel vous avez démarré. Donc lorsque vous dépensez un jeton de force pour une capacité, par exemple, au bout d'un moment, vous n'aurez plus de jetons de force. Sachez qu'on les rafraîchit une fois que vous remélangez votre paquet d'ordre. Donc à ce moment-là, vous rafraîchissez tous vos jetons de force. Donc les forces vous permettent d'activer des capacités dans le jeu, et parfois certains personnages peuvent rafraîchir des jetons de force pendant le jeu. Mais par essence, en général, vous n'avez pas beaucoup de jetons de force, et donc il faut attendre le reset automatique à la fin de votre paquet. Donc la force n'est pas la représentation de la force comme vous le voyez entre les Jedi et les Sith, qui manipulent directement via la force et qui prennent le contrôle via la force, l'énergie. Là, ce n'est pas le cas dans Shatterpoint, où on pourrait pousser ou tirer des objets. La force est vraiment plutôt comme une énergie, un champ d'énergie qui englobe tout. Et donc c'est un peu l'instinct qui vous donne l'instinct de dire on va plutôt aller par là ou plutôt par là, plutôt par cette direction ou cette direction, ou sauter là plutôt que là. Donc ça vous motive à faire la bonne chose au bon moment, qui aura le meilleur bénéfice pour vous. Donc c'est ça l'influence de la force, c'est une petite poussée, un petit coup dans votre coup d'aiguille, dans votre coup, qui n'a rien à voir avec la capacité de contrôler la force, mais vraiment une force qui transperce un peu toutes les choses dans la galaxie Star Wars. Vous en tant que joueur, vous allez avoir ces capacités que vous allez payer avec de force, en fonction de l'importance de la situation pour laquelle vous combattez. Donc c'est à travers vous en tant que joueur que vous allez déterminer son utilisation. Ok, donc on va regarder, on va aller plus en avant et faire quelques tours de jeu pour voir un petit peu le fonctionnement du jeu et les mécaniques.
Donc on va assumer, on va imaginer que je suis là, ce joueur-là. Donc je tourne ma première carte d'ordre pour déterminer quelle sera ma première activation. Et boum, c'est Anakin Skywalker. Alors normalement on serait très content, même fou, de récupérer Anakin Skywalker parce que il est très puissant bien sûr, sauf qu'au premier tour du jeu, eh bien, Anakin n'a pas d'ennemi à distance à attaquer. Il est pas assez proche. Donc c'est peut-être un petit peu trop tôt et sans doute ce serait dans notre meilleur intérêt de le mettre de côté en fait. On a vu que le deck vous donne l'ordre d'activation d'unité, mais vous avez quand même une possibilité de manipuler un petit peu ce deck. En effet, quand vous avez retourné une carte d'ordre, vous pouvez décider en consommant un jeton de force de la mettre en réserve. Quand vous placez une carte en réserve, vous n'activez pas cette carte, à la place vous allez retourner la carte suivante dans le deck. Et là maintenant on a des clones, des troupes clones de la 501e. La carte qu'on a placée en réserve va rester en réserve jusqu'à ce qu'on choisit de la jouer au début d'un tour. Donc si dans n'importe quel autre tour suivant, je décide de ne pas prendre la carte retournée mais Anakin, je pourrais le prendre de ma réserve à la place. On ne peut avoir qu'une seule carte en réserve à la fois. Donc tant que Anakin est en réserve, je ne peux pas mettre d'autres cartes en réserve. Donc quand j'aurai par contre joué avec Anakin Skywalker à partir de la réserve, à ce moment-là la réserve sera libre et je pourrai remettre une autre carte en dépensant de force dans la réserve. Donc c'est vraiment un choix tactique du jeu où vous devrez réfléchir, est-ce qu'il vaut mieux mettre telle unité en réserve ou pas, en fonction de la situation. Donc est-ce que vous en aurez besoin tout de suite ou est-ce qu'il vaut mieux la mettre plus tard parce que vous en plus tard. Donc tant que vous laissez une carte en réserve, eh bien vous jouez avec le deck et donc là c'est le hasard des cartes qui vous indiquera les unités à utiliser. Donc savoir comment manipuler, quand choisir de mettre en réserve ou pas une unité, vraiment une chose très importante quand vous commencez à apprendre la stratégie du jeu. Donc maintenant nous avons nos clones, donc nos troupes clones, donc on va pouvoir les activer. Donc on regarde leur carte de statistiques et puis leur carte de posture. Donc notre objectif principal, notre premier objectif, c'est de capturer des objectifs. On en a ici en jaune près de nous, on a ici 2 points proches, 2 objectifs proches. Donc quand un personnage s'active dans Star Wars, je dois courir de l'autre côté. Ok, donc quand un personnage dans Star Wars Shatterpoint s'active, il a le droit à 2 actions. Les actions sont les déplacements, donc il peut s'avancer en utilisant cet outil, ou alternativement, il peut grimper s'il a besoin de changer d'altitude, ce qui est avec l'outil le plus court. Il peut aussi faire une attaque s'il est à portée ou en mêlée. Et les 2 actions que vous faites sont celles les plus courantes. Ces 2 actions sont les plus courantes, même s'il y a d'autres actions possibles. Il y a des situations, enfin il y a des actions plus situationnelles qui dépendent vraiment de la situation où vous êtes à ce moment-là. Pan to the table, pan to the table. Don't show my shame. You have Vous avez l'action focus, concentration. Concentration est une action que vous pouvez faire qui vous donne un dé d'attaque supplémentaire à votre prochaine attaque dans ce tour. Donc vous n'avez pas besoin de faire un focus si vous n'avez pas besoin de faire une attaque sur ce tour-là. Et on ne peut pas la mettre de côté, c'est que pour ce tour-là. Mais c'est un bon moyen quand même d'être plus fort et d'améliorer vos dés en cas d'attaque. On peut également se soigner, donc la capacité recover, qui vous permet d'enlever un point de dégâts ou une condition spéciale à vous-même ou à quelqu'un qui arrange 2 de vous, apporter 2 de vous. Et la dernière action que vous pouvez faire également, c'est se mettre à couvert, qui permet de pousser votre personnage à 1 pouce de distance, et gagner un jeton de Hunger, un jeton de couverture, qui vous donnera un dé de défense en plus contre les attaques. Et on peut cumuler les jetons de couverture. Donc ça protège contre les attaques à distance. Donc on va commencer à bouger nos clones vers les objectifs que nous voulons contrôler. Donc voici un mouvement très basique où simplement je place le bout arrondi de mon outil contre la base de mon personnage que je veux déplacer. Ensuite je le soulève. Vous voyez que le bout de l'outil peut tourner, voilà, comme ceci. Donc je prends ma miniature et puis je vais la placer n'importe où en contact avec l'outil. Donc ça peut être ici à gauche, ça peut être dessus, ça peut être à droite ou complètement devant. L'essentiel est qu'il y ait toujours un bout du socle qui touche un morceau de l'outil. Voici tous les placements autorisés. Tant que vous touchez l'outil, c'est un placement autorisé. Alors il y a plusieurs choses qui affectent les mouvements. La plus importante, c'est l'altitude.
Vous remarquez qu'ici on a des très jolis bâtiments et et l'altitude est vraiment importante pour différentes raisons. L'une des plus importantes, c'est la façon dont ça définit les mouvements. La hauteur maximale atteinte par un personnage, sa bande de hauteur, et par rapport à cette portée de. Donc entre le bas de cet outil et le haut, un caractère, un personnage peut passer au-dessus de quelque chose gratuitement, il peut traverser quelque chose et s'engager en mêlée, ou toute chose qui est à cette hauteur. Donc vous avez remarqué que les bâtiments dans Shatterpoint sont plus grands et les passerelles sont plus grands que le gabarit 2. Donc ça signifie que cette plateforme, ici en haut, sont trop hautes par rapport à la position actuelle de nos troupes clones. Ça veut dire que même si le gabarit de déplacement touche, si c'était une avancée normale, s'il touche la passerelle, je n'ai pas le droit d'aller directement en haut de la passerelle, parce qu'elle est à une plus haute altitude. Donc, quand on parle du terrain, il est important de savoir que le terrain fonctionne de la façon dont vous pouvez le croire, c'est-à-dire qu'il y a une série de règles que je ne vais pas détailler en profondeur maintenant, mais effectivement, chaque partie du terrain a différents traits. Par exemple, est-ce que je peux traverser ou pas? Est-ce que je peux voir à travers ou pas? Et si vous savez répondre à cette question avant que le jeu commence, vous saurez exactement comment ça fonctionne. Par exemple, vous voyez que ce bâtiment ici, il est solide. Donc on sait qu'on ne peut pas voir à travers. On ne peut pas voir à travers un bâtiment solide. Cependant, vous voyez que ces passerelles, on peut clairement voir à travers. Attention, je vais casser toute la table. Donc on peut clairement voir qu'on peut traverser à travers les passerelles, enfin en dessous, et puis qu'on est capable de voir à travers ces passerelles, ces quadrillages. Donc, ça veut dire qu'on peut passer à travers et qu'on peut voir à travers, mais ça ne veut pas dire qu'on peut directement passer au-dessus et mettre un personnage en haut de la passerelle, sauf si on fait un mouvement particulier qui autorise ça. Vous pouvez passer à travers les passerelles, donc ça marche exactement comme vous pouvez penser que ça marche. Ça permet à un nombre dynamique de faire des tables dynamiques et de faire du terrain et une altitude qui a un gros impact sur le jeu. Donc, si nous voulons monter, il y a plusieurs façons de faire. Nous pourrions choisir de ne pas utiliser l'outil long d'avancer, mais d'escalader grâce à l'outil court, au gabarit court. Donc, quand on utilise le gabarit court, on peut aller au bout de l'outil, même si on change d'altitude. Cependant, là, vous voyez, on est trop court, on est trop loin pour pouvoir escalader. Donc, au lieu de ça, je vais utiliser ces points d'entrée. Vous remarquez que Shatterpoint contient beaucoup d'échelles. Ces échelles sont appelées des points d'entrée qui peuvent être utilisés pour grimper comme des escaliers. Donc, ce qui permet au personnage de monter ou de descendre gratuitement. Donc en utilisant un point d'entrée, quand un personnage termine un mouvement, à la portée 1 c'est toujours l'outil, le gabarit court, donc quand on arrive à portée 1 d'un point d'entrée, on peut placer le personnage à range 1, à portée 1, du haut de l'échelle, du point d'entrée. Donc les points d'entrée sont vraiment importants dans les zones que vous voulez contrôler, parce y faire attention, parce qu'elle permet de monter ou de descendre très rapidement. Donc notre première action a été faite avec notre troupe clone. Mais n'oubliez pas que quand il y a plusieurs personnages dans la même unité, tous les personnages de l'unité doivent faire le même mouvement, les mêmes actions. Donc si on a fait le mouvement avec le premier clone, il faut le faire également avec le deuxième. On regarde un petit peu, on mesure un peu avec le point de contrôle. On voit qu'on est juste en dehors de lui, mais c'est ok, parce que quand on regarde la carte de nos clone troupes, ils ont une capacité active qui s'appelle manœuvre défensive. Donc dans Shatterpoint, il y a 3 types spécifiques de capacités. Il y a les capacités actives. Elles sont notées par cette flèche vers le bas dans un rond. Les capacités actives s'utilisent uniquement au moment de l'activation des unités. Donc l'unité doit être active pour pouvoir utiliser une capacité active. Ensuite, il y a les capacités réactives. C'est un double cercle avec des flèches. Les capacités réactives se produisent toujours en réaction à un événement déclencheur, qui fait que, en général, la règle elle-même vous explique quel est l'événement. Les capacités actives et réactives nécessitent toujours un point de force, qui est indiqué par un petit symbole là, point de force. Alors quand il n'y a pas le symbole de force, c'est que ça coûte 0. On parlera après de l'influence de ça quand on est blessé. La dernière capacité est une capacité innée, dessinée comme un sens interdit. Les capacités innées sont toujours actives et toujours gratuites. Donc on peut les utiliser quand on joue. Alors ensuite, il y a 2 sous-types de capacités innées qui sont les capacités
tactique. On en parlera pendant le jeu. Donc pour l'instant, nous allons y dépenser une force qui est la manœuvre défensive. Chaque personnage de l'unité peut faire un dash, c'est-à-dire une accélération en utilisant ce gabarit court. Donc c'est quand même en régulier, c'est-à-dire qu'il faut toucher le gabarit à la fin. On n'a pas le droit de changer d'altitude. Là, de toute façon, c'est pas un souci puisque lui était déjà en hauteur grâce à l'entrée. Donc on avance dans ces zones. Ensuite, tous les personnages de l'unité peuvent avoir un token Hunker. Ça, c'est un jeton qui donne un bonus contre les attaques à distance, une meilleure défense. Donc il nous reste une action, mais on n'a rien à attaquer à proximité. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre une action couverture. On peut les déplacer un petit peu ici et lui ici. Donc le déplacement n'était pas obligé, mais c'était pour vous montrer qu'on peut le faire. Push est une manœuvre spéciale. Vous devez parcourir la distance complète et vous devez vous arrêter si vous touchez quelque chose. Si vous touchez un autre personnage ou si vous touchez un morceau du terrain qui vous arrête. La chose sympa au sujet de ça, c'est que vous gagnez encore un jeton Hunker grâce à la couverture. Et donc nos clones sont prêts à affronter tout ce qui pourra arriver d'en face. Ok, donc je vais du côté sombre. Ah, surprise, c'est encore toi. Donc je tourne une carte du paquet d'ordre, et là on voit qu'on est tombé sur Kalani. Kalani a ce cool symbole ici qui indique qu'il a une capacité tactique. C'est un grand moyen de vous rappeler que, attention, ce personnage a une capacité tactique à utiliser. Donc quand on va voir la carte de statistiques de Kalani, on voit qu'il a une capacité appelée Roger Roger. Au début de l'activation de l'unité, chaque droïde de combat allié de support à portée 4 de ce caractère peut faire un dash, une accélération. Donc nos B1 sont actuellement nos unités de support. On voit qu'elles sont largement à portée 4. Donc elles peuvent faire un dash, une accélération. Donc lui, il va par ici. Et du coup, je vais le faire monter l'escalier, puisqu'il a le droit de monter une fois qu'il arrive en bas de l'échelle. Et celui-là, ce Roger Roger, va partir plutôt vers le clone ici, pour pas laisser les clones tout seuls. Donc maintenant que ma tactique est terminée, je peux prendre vraiment mon tour, faire mon tour avec Kalani. Ce que je vais faire, c'est une attaque à distance avec les clones les plus proches. Donc je vais faire avancer Kalani ici. Donc il va prendre cette échelle avec le point d'entrée, donc il se retrouve ici. Je m'assure de rester en dehors de la distance de mêlée pour faire une attaque à distance. Donc regardons la carte de posture du personnage. On voit que Kalani a une attaque à distance, portée 5, c'est la distance de l'attaque. Il a également une attaque à mêlée, donc on a l'outil le gabarit de portée. Donc à mêlée en fait c'est le gabarit 2, il faut être au-delà de la portée 2. Donc c'est bon, on va pouvoir utiliser notre attaque à distance. On est largement à portée 5. Le premier chiffre dans les statistiques, c'est le nombre de dés d'attaque, donc 7 dés d'attaque. Et si on est en défense, on aura 4 dés à distance. Donc on prend nos 7 dés d'attaque gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Donc 7 dés d'attaque, mais avant de terminer, on peut voir qu'on a cette règle appelée concentrer le feu. Quand un druide de combat allié fait une attaque, si la cible est à la portée 4 d'un autre druide de combat allié, alors le personnage attaquant peut lancer un dé supplémentaire d'attaque. Et devinez, notre Roger Roger et les clones sont à distance. Donc, on va pouvoir ajouter un dé supplémentaire à notre lance. Donc, on lance tous nos dés et on va regarder les résultats. Donc, chaque dé a une phase critique, qui sont des succès d'attaque et qui ne peuvent pas être annulés par des blocages. Donc c'est le meilleur lancer. Ensuite on a les touches normales, donc ce sont des succès d'attaque mais qui peuvent être annulés par des blocages. Ensuite, on a des dés d'expertise qui permettent de se référer au tableau d'expertise pour ajouter des choses. Ok, c'est pas mal, j'ai fait un bon lancer, et ça c'est un fail, un échec, donc lui il ne sert à rien. Alors parfois des capacités font référence à des échecs, donc parfois le fait de faire un échec entraîne une capacité du défenseur ou de l'attaquant. Donc regardons notre tableau d'expertise. Les tableaux d'expertise sont une façon unique de vous montrer comment les personnages ont des capacités avec différentes armes et comment ils peuvent utiliser leur entraînement pour améliorer leur capacité de combat.
Donc on regarde notre nombre de dés d'expertise, c'est-à-dire 2. Donc en regardant le tableau en attaque à distance, que quand on a plus de 2 dés, 2 ou plus, on a 2 dés ou plus. Donc on voit que du coup on ajoute un critique en plus de nos résultats et 2 touches normales. Donc je prends d'autres dés et je rajoute un critique et 2 touches supplémentaires. Donc super tir de Kalani, un vrai tueur. Donc on a 2 critiques et 7 touches. On n'aurait pas pu mieux faire. Donc maintenant nos troupes clones vont devoir se défendre, donc faire un lancer de défense. Donc on va regarder la carte des clones, qui est ici. Et donc on peut voir que leur portée de défense est de 5 dés, enfin 5 dés de défense. Et n'oublions pas qu'on a également 2 Hunger Tokens, 2 jetons, pour ajouter 2 dés supplémentaires. Donc en fait on se retrouve avec 5 plus 2 dés supplémentaires, donc 7 dés de défense. On les lance ces 7 dés. Et alors qu'est-ce qu'on a? On a 2 blocages, ce sont des blocages, une sorte de bouclier. On a 2 dés d'expertise et 3 échecs. C'est pas terrible. Donc on regarde notre carte d'expertise en défense. On voit que quand on a fait 1 à 2 dés d'expertise, on a un blocage supplémentaire. Donc on se retrouve avec 3 blocages. Donc ces 3 blocages vont annuler 3 touches normales de Kalani. Donc ça laisse Kalani avec 6 touches, 6 dégâts même. Donc imaginons pour la démonstration qu'on n'a pas lancé aussi bien que ça et qu'on avait seulement 4 dés. Pour chaque succès qui reste dans Shatterpoint, au lieu de directement donner des dégâts, on va aller voir l'arbre de combat, le combat tree. Donc on démarre toujours à la case orange à gauche. Il y a parfois des personnages qui ont plusieurs options au départ. Par exemple ici on a 2 cases oranges, donc on peut choisir de démarrer en haut ou en bas. Une fois que vous avez choisi votre départ, vous allez vers la droite, de gauche à droite, en suivant les branches. Donc voilà. Donc ici on commence par donner 2 dégâts et les capacités. Donc les dégâts dans Shatterpoint sont un petit peu différents en fonction de l'arbre de combat. Donc on met les dégâts dans un pool de dégâts et on les donnera ensuite au défenseur sur sa carte. Donc on a déjà 2 dégâts. Ensuite, case suivante, on a un dégât plus une action chauve en anglais, donc qui une des plus grands résultats de combat dans Shatterpoint parce qu'elle permet de pousser la cible de 1 pouce, c'est la largeur d'une règle, et également de la suivre en avançant d'un pouce également, la largeur d'un gabarit. Et on ajoute un 3e dégât. Ensuite, on passe au 3e case. On donne un dégât et en plus, ce symbole indique que Kalani peut utiliser une de ses capacités actives gratuitement, donc sans utiliser de force. Donc on rajoute le 4e dégât. Alors maintenant, on a le choix. On a un 4e résultat, donc on peut choisir d'aller en haut pour désarmer le clone, c'est le pistolet cassé, et lui donner 2 dégâts supplémentaires. Donc c'est une condition spéciale, c'est-à-dire que la prochaine fois que ce personnage attaquera, il ne pourra pas utiliser ses dés d'expertise lors de son attaque, puisqu'il est désarmé. On peut aussi choisir de se repositionner et de faire un dégât. Donc le repositionnement permet de faire une avancée normale et ignorer la mêlée. Donc c'est une bonne façon de se repositionner et de se sauver finalement d'un Jedi qui aurait un sabre laser. Le 3e choix possible, c'est de donner 2 dommages et d'exposer la cible. Un personnage exposé ne peut pas utiliser ses dés d'expertise en défense. Donc je vais choisir ça. Donc je vais donner au clone cet état expose, point d'exclamation, et puis les 6 dégâts que j'ai fait avec l'arbre. Donc je fais le tour et je place les 6 dégâts sur la carte du clone, plus le expose. Je reviens par là. On a une question. Est-ce que les jetons Hunker sont dépensés après avoir été utilisés? Ils sont supprimés quand un personnage arrive en mêlée ou au départ de l'activation suivante. Donc vous les gardez jusqu'à ce que vous ne soyez pas engagé. Donc une fois que ça c'est fait, je vais utiliser ma capacité active gratuite. Je regarde ici et je vois Tactical Network, donc réseau tactique. Donc une autre unité alliée droïde de combat à portée 4. Choisissez une autre unité. Elle peut faire une accélération ou également se renforcer. Elle peut également enlever une condition ou faire une attaque à 5 dés. Donc je vais choisir l'attaque et je vais attaquer les clones. Donc j'ai 5 dés d'attaque, mais parce que j'ai toujours concentré All Firepower de Kalani et que je suis à portée 4 de Kalani, je vais pouvoir ajouter des dés supplémentaires. Donc vous voyez un peu ces synergies entre les personnages
et elles sont déterminées par rapport aux mots-clés en bas des cartes. Donc là, on a des droïdes de combat, alliance séparatiste, droïdes. On a un peu les mêmes mots-clés ici, donc quand vous avez les mêmes mots-clés, les capacités s'activent et interagissent entre les personnages. Donc en jouant beaucoup de droïdes de combat, vous allez avoir beaucoup de capacités qui vont s'activer entre les différents personnages et les unités, pour faire pas mal d'attaques finalement. Donc, on lance 4 plus 2, donc 6 dés. Donc on a en défense 7 dés parce que 5 dés plus 2 dés de protection, de hunker. Donc les troupes clones lancent leurs dés. On a 4 expertises, un blocage et un échec. Sauf que n'oublions pas qu'on a l'état expose, le point d'exclamation. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser nos dés d'expertise. Donc finalement on n'a plus que 2 dés. Donc on n'aurait pas... Dommage parce que du coup on perd 3 blocages supplémentaires. 2 blocages supplémentaires parce qu'on avait plus de 3 dés d'expertise. Donc ça c'est perdu. Donc vous voyez que la condition a vraiment pénalisé le clone. Côté attaque on a 2 dés d'expertise, 2 échecs et 2 touches. Les 2 expertises en attaque nous indiquent qu'on rajoute 2 touches. Là on a un blocage, donc on enlève une touche, donc il va nous en rester 2. Donc première case et deuxième case. Première case un dégât, deuxième case encore un dégât, plus un replacement. Donc on va faire notre replacement. Donc finalement je vais faire reculer les droïdes et je peux descendre de l'altitude gratuitement, comme si je sautais du bâtiment en fait. À cause de la gravité, oui c'est ça. Quand on descend, on peut le faire gratuitement. Donc on va maintenant donner nos 2 dégâts à notre clone, Donc je reviens de ce côté-là. J'ajoute les deux dégâts. Oh là là, c'était 444 et c'était 333. Ils ont donné 7 dégâts au clone. Or, vous voyez qu'ils ont une limite de 7 dégâts. Ça veut dire que les dégâts leur donnent une blessure. Quand un personnage obtient une unité à une blessure, elle ne peut plus contester les objectifs. Également, toutes ses capacités actives ou réactives coûtent un point de force supplémentaire. Et elle ne peut plus bloquer des autres unités en mêlée. C'est comme si en fait vous passiez à travers parce qu'elles sont trop occupées à se soigner leurs blessures. Donc, par contre tout le reste continue à s'appliquer, donc vous pouvez toujours attaquer, vous pouvez toujours utiliser vos capacités, vous pouvez toujours vous déplacer, juste vous ne pouvez faire les choses dont on a parlé. Alors nous avons une question importante. Que se passe-t-il quand vous lancez plus de succès que de cases sur l'arbre de combat? Alors si votre arbre a par exemple 5 cases et que vous lancez 6 dés, il n'y a rien de plus, il n'y a pas de bonus overkill, donc il ne se passe rien en fait, ces dés ne servent à rien. Ok, l'autre chose importante lorsqu'il y a une blessure, c'est que le joueur attaquant va gagner un jeton momentum, donc ça c'est très excitant. Au début de l'activation de l'unité, si elle a des jetons de blessure, on le retourne et on enlève les jetons de dégâts. Quand un personnage a des blessures égales à son endurance, en gros il est mort, il a le droit de s'activer encore une dernière fois en fait. Donc un personnage a toujours le droit à une dernière activation. Donc je mets tout ça là. Regardons un petit peu les capacités d'identité. Donc regardons celle d'Ahsoka qui s'appelle Fierce Protector. Quand un personnage ennemi est blessé, après que l'effet est résolu, le personnage de cette unité, donc Ahsoka, peut avancer vers le personnage et le personnage peut récupérer 3 dégâts. Ou si ce personnage est engagé avec un personnage ennemi, elle peut faire une attaque, elle peut l'attaquer en mêlée. Donc Ahsoka, elle va faire un mouvement gratuit. Donc je vais ici, je grimpe par le point d'entrée, je me retrouve ici en haut et je pourrai l'activer ensuite. Là je peux rien réparer parce qu'il n'y a pas de dégâts à réparer à côté. Donc ça termine l'activation. Donc je regarde les objectifs contrôlés. Donc là j'ai 2 objectifs. Donc la première fois, on ne gagne pas de points, donc on ne bouge pas le track.
Maintenant, c'est au tour du Darkseid. Donc, les B1, B1 sont à portée d'un objectif, donc ils auront un point. Le clone ici est blessé, donc il peut pas prendre l'objectif, donc c'est pour Kalani. Donc 1-0 pour Kalani. Donc là, parce que ce n'est pas le premier tour, si c'est pas le premier tour, je marque des points. Donc je déplace le tracker, le cube transparent. Donc maintenant, laissons Anakin une chance de venger les amis clones. Donc on va activer Anakin. Donc on va faire on va le faire bouger, on va l'avancer là. Donc là il a le droit de grimper puisque c'est en dessous de son altitude, de sa hauteur. Maintenant on va dépenser une force pour faire un saut de force avec sa capacité saut de force. Donc on utilise le gabarit court. Un jump, c'est un mouvement spécial qui ignore l'altitude, donc il peut sauter à n'importe quelle altitude. Donc je vais sauter là, ici à cette échelle. Je vais utiliser cette échelle. Donc c'est une démo, donc on va imaginer que le personnage est plus proche. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc là il arrive, il dit Kalani, t'as attaqué mes amis, mes clones. Donc je vais te châtier. La mêlée, c'est toujours à la même distance, à une distance de 2 maximum, pour faire une attaque de mêlée. Donc quand les personnages sont engagés, ils ne peuvent pas faire d'attaque à distance. Melee is always the same distance. So melee is again always range 2. So as long as you're within range 2, you can make a melee attack. When characters are engaged, they can no longer make ranged attacks. You can target them with ranged attacks. Et s'ils veulent se déplacer, ils ne peuvent utiliser que le gabarit court. Donc ça on peut plus l'utiliser, uniquement le court. À moins que vous utilisiez une reposition spéciale qui vous permet de vous positionner. C'est pour ça que la reposition est très puissante. Donc on va utiliser la carte Form Fire Shield. Elle est forte parce que vous voyez qu'on peut faire 3 poussées à la suite. Elle est très bonne défensivement avec 6. Et puis en expertise, on a beaucoup de blocage en défense. Cependant, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et nous, ce qu'on veut, c'est la revanche, la vengeance. Donc c'est plutôt le truc d'Anakin. Donc les caractères principaux ont toujours une double carte. Donc une fois durant l'activation du personnage, s'il a le choix, il peut la retourner. Donc tant que vous n'interrompez pas l'action, vous ne pouvez pas retourner la carte. Donc on va plutôt prendre cette posture. Comme vous voyez, les dés d'attaque sont plus forts, mais la défense moins bonne. Mais ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc on va faire ça, et donc Anakin va prendre une attaque en mêlée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalani a ne simplement que 3 dés de défense en mêlée. Ici j'ai 2 expertises, mais une expertise me dit que quand j'ai deux deviennent crit. Ça c'est la puissance de Skywalker. Donc j'ai 3 crits, 4 crits, 3 touches et un échec. Kalani, les dés d'expertise devient un bloc, donc on se retrouve avec 2 blocs. Donc les 2 blocs enlèvent 2 touches. Donc il nous reste 5 critiques, 3 dommages, 2 dommages, encore 2 dommages, ensuite un strain. Donc on a un strain. Un strain, ça veut dire que la prochaine fois que le personnage va faire quelque chose, un mouvement, prendre une action, faire une attaque, n'importe quoi, il prendra 3 dégâts. La seule solution, c'est de faire un recover, de se réparer pour pas prendre les dégâts. Donc 5, 7, un strain. Là j'ai un choix de sauter ou alors de lui faire un pin. La flèche cassée, c'est en fait le bloquer. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il devrait bouger, il pourra pas. Donc, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait 9 dégâts. Donc là j'avance, je le pousse, là j'avance pour le suivre. Donc 9 dégâts. Donc beaucoup de dégâts, trop de dégâts. Donc je mets les 9 dégâts sur Kalani, et vous voyez qu'il en reste 1. Mais imaginons pour la démonstration qu'il avait eu un 10e dégât. À ce moment-là, il aurait été blessé, puisqu'avec 10 dégâts, il est blessé. Donc à partir de là, il ne peut plus contester l'objectif, mais surtout, cela va déclencher quelque chose. Donc comme c'est une démo, je vous le montre.
because it's a demo and I have more time than we normally do, I want to show you something else. All right. Anakin Skywalker, one of the most powerful Jedi in the world. Anakin Skywalker, l'un des plus puissants Jedi, a une capacité, je vais y mettre un terme. Donc, cette capacité coûte 2 forces, mais elle lui permet de faire une autre attaque, une attaque complète à 8 dés contre la cible qu'il a déjà attaquée, parce qu'elle a été blessée. Donc il voit Kalani qui n'est pas suffisamment blessé, et lui dit non, je vais y mettre un terme, et je relance 8 dés d'attaque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Hop. Donc nous avons les dés qui se transforment en crits, qui deviennent des crits, un failed. So we're definitely going to get that 1 damage we needed. Got a fail, we got that. Kalani rolls his pathetic 3 dice and gets Kalani lance ses pathétiques 3D, il ne fait qu'un seul blocage, ça enlève donc 1 dé, et il nous reste 4 dégâts, 5 cancres. Donc on compte encore 5 cases, donc là déjà fait. Donc on va prendre le maximum de dégâts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il gagne un strain again, si un personnage gagne 2 fois la même condition, il a un dégât supplémentaire. On n'a pas besoin de... On va faire sauter Anakin pour qu'il ait l'air cool, et lui donner encore des dégâts. Donc Kalani maintenant, il est blessé. Et c'est important parce que c'est là où le fun commence. Quand un personnage dans cette unité, donc Anakin, a blessé une unité principale ou secondaire, après l'effet résolu, déplacez le jeton de struggle d'une case vers votre momentum. Donc à chaque fois que je blesse un caractère principal, tout personnage dans mon équipe peut récupérer. Donc les personnages définissent vraiment leur rôle, ce qu'ils vont faire avec leur rôle, leur force. C'est vraiment comme une ligne de guidage d'Anakin. Anakin, il veut attaquer les leaders, les généraux. Et Ahsoka, elle, est plutôt focus sur la protection de ses alliés. Dark Maul, lui, fait plutôt des choses folles. Nous avons une question au bout des stances, donc des postures. Est-ce que vous choisissez la posture avec laquelle vous commencez au début du jeu? Oui. Oui, vous choisissez quelle face vous voulez au début, et vous pouvez ensuite la tourner pendant l'activation. Donc je retourne de l'autre côté, et je vais activer... Bon, imaginons que notre carte sont rangées comme ça. Et je tire... Oh! La Shatterpoint carte! Donc la carte Shatterpoint, je vais l'expliquer. La carte Shatterpoint est la carte la plus puissante dans votre jeu, parce que c'est une carte Joker que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser cette carte pour activer n'importe quelle unité que vous voulez dans votre équipe, ce qui inclut les unités qui ont déjà été activées ou utilisées. Donc cette carte vous permet de faire le choix ultime. Donc là, on va choisir Asajj en 13 parce qu'elle veut se venger pour Kalani, parce que c'était son droïde favori. Donc elle va avancer ici, on bouge le truc, le corps. Donc elle va grimper l'échelle, elle va utiliser sa dextérité de Dathomir et elle va sauter jusqu'ici. Alors, vous ne pouvez utiliser les capacités qu'une fois par activation, sauf que la dextérité lui dit que vous pouvez l'utiliser 2 fois, ce qui est super cool pour Asajj Ventress. Donc elle va l'utiliser encore une fois. Ensuite, elle pourra faire une attaque en choisissant son type d'attaque avec les règles dont on a parlé. Not a handrail in sight. Insight. Alright, so that is the demo experience with a little something extra and a lot of chaos because it's the start of the game, and I only have 2 hands. 4 Star Wars SharePoint. I hope it put a lot of the rules in context for you. I hope that you see. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas trop embrouillé. Il y a quelques règles à avoir en tête, mais vous allez vous combattre encore et encore jusqu'à ce que le cube blanc rejoigne les cubes noirs Momentum. Donc si c'est le cas, j'ai gagné la manche. À ce moment-là, je mets la carte du côté du gagnant. Et si les 2 joueurs ont gagné chacune une manche, et ben chacun une manche, on va prendre la 3e carte.
Et puis le perdant va choisir la carte à utiliser dessus avec les objectifs. Et puis on va activer les objectifs sur la carte. On va désactiver les précédents. Donc on va mettre en place les objectifs prioritaires. Donc c'est la République qui a gagné le précédent. Donc là c'est c'est au CSI de jouer. Donc je vais choisir la carte la plus pratique pour moi. Et on va continuer à jouer et à combattre avec nos personnages et à faire des dégâts. Donc ce qui est remis à jour, ce sont les jetons d'objectifs et les scores. And we would continue to play with everything where it is. So all the character damage, all the wounds, all the characters' positions, the only things that reset are the objective tokens and the scoreboard. And we continue to play. If the Galactic Republic player can win this next struggle, they would win the game. If instead I can pull this struggle off and win it myself for the Darkside player, we would go to the third struggle and the same thing would happen. Si la République gagne la manche suivante, eh bien, elle gagne la partie. Ok, donc là, nous avons terminé la présentation globale. Donc on espère que vous êtes excités, que vous avez vu un peu comment les différents mécanismes que vous avez pu lire impactent le jeu et comment les mouvements cinétiques, dynamiques et les différents choix tactiques que vous faites vraiment impactent le jeu. Donc il faudra vous séparer vos capacités pour aller chercher des objectifs ou combattre. So these are some of these cards here. Donc regardons ces cartes ici, les missions, elles sont dans la boîte de base. Donc la façon dont les missions fonctionnent dans Shatterpoint est que les joueurs ont un chemin de mission avec des règles spéciales et on aura 3 cartes de manches. On en a 9, 3 à 3 de chaque, avec Right. Question, est-ce que vous pouvez dire si des packs de missions additionnelles viendront sous forme de mission pack? Des packs de missions seront disponibles dans des paquets, dans des produits supplémentaires un peu plus tard. Ces packs de missions seront disponibles, un joueur crée son équipe, donc certains choisissent leur pack de missions en fonction de ce qu'ils veulent faire. Somebody chooses their mission pack. You then set up the missions according to the way we just did it. Awesome. Great. Thank you so much, Chick. Merci beaucoup. Right, oui, merci. On va vous voir ici à la Adepticon si vous passez nous voir. Il y a des tickets de démo tous les matins. Et voilà, on est très excités de vous montrer ça et de sortir ça cet été. Au revoir. Et voilà pour cette première démo de Shatterpoint en exclusivité en version française sur la chaîne de Radrogor. Donc j'espère que vous avez maintenant une meilleure vision du jeu. Donc bien sûr tout n'a pas été expliqué, il y a des petites choses encore à voir, on n'a toujours pas les règles évidemment. Mais j'espère que comme moi ça vous donne toujours envie. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne de Radrogor. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à nous rejoindre sur le Discord Shatterpoint et X-Wing dont je vous mets les liens ici et en commentaire. Merci.